Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour écouter ce beau retour d'expérience que nous avons eu la chance de partager et de développer aux côtés des équipes de Joël et de Clément. Donc aujourd'hui, on va parler assistant virtuel pour interroger l'ESI et surtout IA générative. Donc IA générative, c'est un sujet qui a fait le buzz depuis de nombreux mois. Malheureusement, nous, ce qu'on constate aussi chez nos clients, c'est que c'est des sujets qui sont abordés, qui commencent à être traités, mais bien souvent sur des sujets parfois trop simples, un petit peu basiques et qui peinent à extraire tout le potentiel de l'IA générative. Et donc c'est pour ça que ce projet, il faisait sens, car il allie la data et l'IA, donc qui sont deux expertises principales de notre cabinet de conseil Avisia, et qui permet d'aller chercher tout le potentiel et justement, c'est cette difficulté-là d'identifier les projets à impact opérationnel que Joël va vous présenter aujourd'hui. Merci Mathieu. Alors moi d'abord, je vais commencer par un peu de contexte. Donc chez Bouygues Telecom, on est des gros consommateurs de données. On a des équipes qui utilisent de la donnée pour piloter quotidiennement leur activité et également pour prendre des décisions, et ce, dans toutes les entités de l'entreprise, tous les métiers. On a à peu près un peu plus de 1000 rapports tableaux aujourd'hui qui existent, qui ont été construits pour aider les métiers à répondre aux questions du quotidien, les questions les plus fréquentes. Et la problématique, c'est que souvent, il y a des questions ponctuelles qui arrivent et sur lesquelles on n'a pas forcément l'information directement dans un tableau. Et donc là, se lance une recherche parmi la multitude de rapports existants pour voir s'il y en a peut-être un qui aurait l'information ou qui, avec un peu de manipulation, pourrait nous permettre par en dessous de récupérer de la donnée. Cette problématique, c'est le temps que ça prend en fait de chercher l'information et on n'est pas sûr en fait que l'information existe et ça nécessite quand même une petite connaissance dans l'utilisation de rapports tableaux pour notre cas. Et ce qui fait qu'en fait, la plupart du temps, ces demandes simples ad hoc, elles arrivent chez moi, donc dans l'équipe connaissance client et data science. Et en fait, nous, dans l'équipe, on a plutôt des profils experts de la donnée, experts techniques, BI ou data scientists, dont le rôle, c'est plutôt de collecter et de transformer la data en insight, en algorithme et en outil de décision. La problématique, c'est que du coup, moi, dans l'équipe, on a à peu près 30% de l'activité qui est de répondre à ces demandes simples, ad hoc, sur lesquelles on n'a pas forcément de valeur ajoutée. Et donc, en fait, c'est à partir de ce constat-là qu'on a décidé de créer un outil de self-service analytique pour libérer, du coup, le temps de nos experts data pour qu'ils puissent faire d'autres choses. L'idée étant, du coup, de mettre à disposition un outil qui rende les métiers autonomes sur l'accès à la donnée en temps réel et sans aucune expertise data. Donc, on a construit un outil que vous pouvez voir à l'écran, qui est en fait un outil conversationnel qui permet de poser une question en français et d'obtenir une réponse immédiatement fiable, puisque basée sur nos requêtes. L'idée de l'outil, en fait, c'est de prendre la question, de le générer à la volée, de construire une requête SQL, de l'exécuter en temps réel sur nos SI et d'afficher le résultat. Donc nous, on a aussi, en plus, décidé d'afficher le résultat de façon recontextualisée en français, pas juste 12, mais la réponse est 2 points. Et aussi, on a décidé d'afficher, on va le voir arriver, d'afficher aussi les paramètres de manière explicite qui ont permis de calculer ce résultat et qui sont contenus dans la requête SQL. Et ça nous permet en fait de vérifier pour l'utilisateur qu'en fait, le LLM a bien compris et interprété sa demande et que le chiffre qui sort correspond bien aux besoins. Ça, c'est très important, puisque dans le cas où ça ne va pas, en général, les utilisateurs réitèrent ou reprécisent la demande. L'idée aussi, c'était d'avoir un outil qui soit très facile en termes d'expérience client, c'est-à-dire qu'en fait, on a essayé de sortir des outils de reporting classiques. On a mis à disposition l'outil dans une page web. On est aussi en réflexion pour l'intégrer dans nos outils Bouygues Telecom, soit à travers de notre chat GPT interne, auquel on pourrait du coup faire appel à l'outil, ou alors on se dit qu'on pourrait aussi poser les questions et obtenir les réponses directement dans Teams. L'idée également, c'était d'avoir un outil central qui permet d'interroger toutes les données de l'entreprise. Notre cible d'utilisateurs,
c'est plutôt en fait les managers ou les directeurs qui n'ont pas forcément d'expertise data et qui ont du coup en général des besoins de chiffres rapidement en réunion ou en sortie de réunion. donc là, l'idée, c'est vraiment de les rendre autonomes et de permettre du coup de gagner du temps et de la productivité. C'est vraiment le gros bénéfice de l'outil. C'est du temps à la fois pour les métiers, puisqu'en fait, il y a une autonomie totale et puis la réponse est immédiate. Et puis on peut réitérer ce qui avant se faisait par mail. On recevait une question, on devait la recontextualiser. Il y avait pas mal d'allers-retours. Là, du coup, le métier en fait est complètement autonome et peut prendre des décisions plus rapidement. L'autre sujet, c'est ce qui m'intéresse moi aussi un petit peu, c'est que du coup, ça libère le temps de mes experts data pour pouvoir se reconcentrer sur des sujets un peu plus complexes à plus de valeur ajoutée. Donc l'idée, c'était vraiment d'arriver à prendre un peu ce qu'on avait sur l'étagère. Donc on a utilisé pour ce faire des outils IA génératifs qui sont à disposition dans l'environnement SI Bouygues Télécom. On a utilisé la compétence sur des bases de données et les compétences techniques des data scientists de l'équipe. Donc il y a Clément qui prendra la parole après. Et aussi on a utilisé, on a fait appel, au cabinet Avisia et l'expertise sur la Gen AI pour nous aider à cadrer et à optimiser notre projet. Je te laisse la parole, Clément. Merci Joël. Du coup, moi je vais vous parler un peu plus en profondeur en fait du fonctionnement de l'outil, comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, comme Joël l'a expliqué, le but de l'outil, c'est de répondre à une demande du métier avec une réponse contextualisée, immédiate et fiable. Comme vous pouvez le voir, donc l'outil, en fait, il est constitué de 3 briques. La première brique, c'est une brique de contexte qui contient donc les informations que l'on vient apporter au LLM pour qu'il ait une meilleure connaissance de l'univers Bouygues Télécom et des données chez Bouygues Télécom. Ce contexte, il est constitué de 2 éléments. Il est constitué d'une description de nos bases de données et d'une bibliothèque d'exemples de questions et de requêtes qui permettent d'y répondre. Ces éléments combinés permettent en fait au LLM, dans le prompt, ensuite de mieux répondre à la question. La deuxième brique, c'est l'IA générative. L'IA générative qui va récupérer ce prompt contextualisé pour transformer cette question en une requête SQL. Pour ça, en fait, nous utilisons un système d'agents multiples, ce qui veut dire qu'au lieu d'espérer, en fait, en croisant les doigts, que l'LM, d'un coup, en une seule tâche, transforme cette question en requête, en fait, on va plutôt lui demander de réaliser une succession d'étapes simples, un peu à la manière d'un expert data. C'est-à-dire qu'on va d'abord chercher à savoir est-ce qu'on peut répondre à la question, quelle est la donnée qui permet d'y répondre, comment structurer la réponse, comment structurer la requête, voilà, toutes ces petites étapes. Et en fait, ça permet au LLM d'avoir une réponse plus fiable et ça nous permet aussi de nous assurer à nous de la qualité de sa réponse. Enfin, la dernière brique, comme Joël l'a mentionné, c'est notre SI qui est connecté à l'application par API et qui va donc renvoyer le résultat de la requête au LLM pour qu'il recontextualise ce résultat et qu'il le renvoie à l'utilisateur. Maintenant que vous savez un peu plus comment l'outil fonctionne, on aimerait aussi partager avec vous les apprentissages qu'on tire du développement de cet outil et aussi notamment avec la collaboration d'Avisia. Donc les facteurs clés de l'outil, en fait, encore une fois, dans un sujet IA, c'est principalement la data, surtout en fait pour un projet d'IA générative, puisqu'on le sait, l'IA générative est sujet aux hallucinations, et à toutes ces choses-là. Donc nous, on a quand même beaucoup travaillé sur la qualité de la donnée, qui nous permet en fait de répondre de manière fiable, et aussi sur la non-redondance et la documentation de la donnée, qui va nous éviter ces hallucinations. Ensuite, il y a aussi l'importance de la richesse de la bibliothèque de questions et de requêtes SQL, qui en fait fonctionne avec un RAG, bref. Et cette bibliothèque en fait, va s'enrichir avec le temps et avec l'utilisation de l'outil. Et donc, plus l'outil sera utilisé, et meilleur il sera. Le deuxième facteur clé, c'est la démarche. Pour faire un outil d'IAGène qui fonctionne et qui est pertinent, il faut faire des choix, et on en a fait. Le premier choix qu'on a fait, ça a été de restreindre le périmètre. Il y avait eu une initiative chez Bouygues Télécom avant nous de réaliser un outil de ce style. Mais en fait, ça n'a pas fonctionné parce que la personne qui a lancé l'initiative,
elle donnait l'entièreté des données de Bouygues Telecom à l'IA et elle posait une question sur toutes ces données. Et ça fait des quantités de données vraiment énormes et donc l'IA n'était pas capable en fait de démêler l'information. Nous, on s'est restreint sur le périmètre du marketing client et ça fonctionne plutôt bien, mais on pourrait aussi au final décliner l'outil sur d'autres bases de données, sur d'autres domaines de données. C'est très simple à faire et ça fonctionnerait aussi. L'important en fait c'est juste de pas tout mélanger et de pas attendre d'un outil qu'il fasse tout. Le deuxième apprentissage clé, ça a été donc ce fameux découpage en étapes, en apportant à chaque étape le contexte adapté et en prenant en compte la réponse de l'étape précédente pour créer celle d'après. Ça facilite vraiment le travail du LLM. Et enfin, comme Joël l'avait mentionné, il y avait aussi donner un chiffre à l'utilisateur, c'est bien, mais s'il ne peut pas s'assurer que le LLM il a vraiment compris sa question, au final, ça a peu de valeur parce qu'il ne va peut-être pas lui faire confiance ou il va peut-être, au final, venir nous demander à nous pour savoir si est-ce que c'est le bon chiffre. Et donc, remettre des paramètres dans la réponse, ça permet à l'utilisateur d'être autonome. Et enfin, la dernière brique, le dernier apprentissage, c'est la partie technique, puisque développer ce genre d'outil, ça demande quand même des connaissances spéciales. Chez Bouygues Telecom, on a la chance d'avoir un IT qui est assez mûr et donc on a pu bien connecter les outils entre eux, on a pu choisir les bons LLM pour les différentes étapes et développer le script et l'application au final en apprenant au fur et à mesure, comme tout le monde, sur ce genre d'outil qui est assez novateur. Voilà, je vais laisser Mathieu vous en dire un peu plus sur les points d'étape et les opportunités de l'IA générative. Merci Clémence et Joël encore pour la collaboration sur ce super Rex. C'est vrai que pour nous, c'est un projet qui a du sens parce qu'il allie toute la rigueur d'un projet data. Donc on l'a vu, hein, toute la partie data préparation qui est hyper importante, comment traiter la donnée, comment traiter ces documents, et aussi l'IA qui vient booster en fait, le produit, qui vient booster l'expérience utilisateur avec le côté interaction en langage naturel. On aurait pu encore aller un petit peu plus loin et proposer même des graphiques ou des choses comme ça grâce à l'IA générative. Donc là, on voit qu'on est encore un petit peu au début, mais il y a vraiment énormément de choses à faire sur ces sujets. Et enfin, la dernière brique, c'est la partie technologique. Parce que si on n'a pas la bonne plateforme et les bons outils, on va peiner à avoir une expérience utilisateur fluide. Côté Bouygues, ils ont utilisé BigQuery pour requêter le SI et les temps de réponse permettent d'avoir les fameuses réponses en quelques dixièmes de réponse ou quelques secondes. Pareil sur la partie IA, GenAI. Il faut pouvoir compter sur un socle technologique où on puisse exploiter correctement et en toute sécurité ces modèles. C'est un petit peu les 4 conclusions que je voulais partager avec vous. Pour se lancer aussi sereinement sur ce type de projet. Le premier, on a discuté, c'est la partie contrôle du contenu. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est déjà de se lancer sur un périmètre restreint, comme l'a fait Bouygues, de valider aussi humainement ce qui se passe sur votre agent, d'itérer, de corriger peut-être des documents, de corriger certaines étapes, et ensuite de scaler, soit d'un point de vue utilisateur, soit étendre les usages. Cela, ça va permettre vraiment d'améliorer la compréhension de votre outil et de vous lancer sereinement, parce qu'on sait que c'est toujours un petit peu crucial. Le deuxième point important, c'est tout ce qui touche à l'aspect sécurité. Bien souvent, ce type de projet, vous allez injecter des données cruciales pour votre entreprise, des données qui sont confidentielles. Et donc là encore, à 2 étapes, il va falloir utiliser des outils sécurisés, soit via les API de Gemini, Google ou Azure OpenAI qui vont vous garantir ça. Vous pouvez aussi héberger vos propres LLM parce qu'on l'a vu aujourd'hui, en fait on ne parle plus d'un agent qui fait tout, mais d'un système multi-agent avec des tâches spécifiques. Et derrière ça, on va pouvoir aussi placer des modèles spécifiques beaucoup plus légers et qui vont pouvoir être hébergés potentiellement chez vous de manière beaucoup plus simple que des gros modèles qui savent tout faire. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant. Et enfin, si on va sur des opportunités un petit peu plus sympathiques, ce qu'on aurait pu faire aussi avec les équipes de Bouygues, c'est vraiment utiliser la technologie d'IA générative pour personnaliser le contenu. Si on sait qu'on a affaire à un client plus ou moins âgé, on va peut-être changer un petit peu le style de réponse, changer le contenu en fonction de son type d'abonnement, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui n'étaient pas possibles sur les agents conversationnels il y a quelques mois. Et aujourd'hui, voilà, on y arrive. Tout comme
la dernière chose, et je reviens un petit peu là-dessus, c'est identifier les sujets pertinents pour vous, pour vos équipes. Et notamment, on a l'arrivée donc des nouveaux modèles multimodaux qui permettent de croiser le texte et l'image au sein de ces sujets-là. Ça va probablement déclencher plein de nouvelles idées chez vous. Et c'est pareil, on peut utiliser aussi tous ces modèles comme de l'open data, parce que finalement, au sein de leur modèle, ils ont de la connaissance. Et donc, ça aussi, c'est des insights qu'on peut extraire de cette technologie d'IA générative. Merci encore. Et puis, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, on vous donne rendez-vous sur le stand Avisia. Joël et Clément seront là pour répondre à toutes vos questions plus techniques. Et sinon, nous, on se retrouve demain pour une masterclass sur l'IA générative appliquée à la RSE. Merci et à très vite.